Bonjour à tous. Merci pour votre présence à notre webinaire. Pardon, Mickaël, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire bonjour à tous aussi. Merci à tous pour votre présence donc à ce webinaire autour de la migration tenante ou tenante. Est-ce que vous pourriez simplement nous dire dans le chat que vous nous entendez bien et que vous voyez bien les slides? Juste voilà, nous préciser que vous n'avez pas forcément de problème technique. Super. Merci beaucoup pour vos retours. Donc merci, comme je disais, donc pour votre présence. L'objectif aujourd'hui, c'est d'évoquer donc un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité, un sujet en ce moment qui est d'actualité, donc la migration tenante ou tenante Microsoft 365. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Mickaël Righetti, qui se présentera juste après, qui vous parlera justement de toutes les méthodes et les approches à avoir pour pouvoir aboutir sur ce genre de projet. Ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources, de publications, de webinars que on met à disposition tout au long de l'année. Donc, tout est disponible sur le site internet de Synapsys. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples de documents, livres blancs, etc. qu'on met à disposition. Donc, n'hésitez pas à consulter le site internet, la bibliothèque de ressources de notre site. C'est vraiment fait pour ça. Donc, les sujets autour de l'infra, du modern workplace, des outils collaboratifs, du cloud, du DevOps, etc. Quelques mots sur Synapsys pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une société de services, de conseil et de services spécialisés dans la transformation des infrastructures IT. Donc, on a notamment des expertises fortes dans les domaines du cloud, du DevOps, donc du digital workplace, de la cybersécurité, de la data. Et on a également des équipes spécialisées sur la transformation des systèmes d'information et la chefferie de projet. On accompagne un certain nombre de clients, essentiellement des grandes entreprises, mais également des entreprises de taille intermédiaire, surtout les secteurs d'activité. On est présent en France, donc à Paris bien sûr, notre siège, mais également à Lyon et à Lille. Et on a également une entité à Kuala Lumpur. Donc, 180 consultants environ. N'hésitez surtout pas à nous solliciter après l'événement si vous voulez en savoir plus sur ce que propose Synapsys et surtout sur nos retours d'expérience, des différents projets sur lesquels on peut être amené à travailler chez nos clients. Voilà, Mickaël, j'ai le plaisir d'être avec toi. Je laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mickaël Righetti. Je suis architecte Microsoft Collaboration. J'ai commencé à travailler avec les outils Microsoft 365 en 2015. Mes premiers pas, c'était dans le support et j'ai commencé mes premières migrations aux alentours de 2017 à peu près. Et voilà, donc maintenant je poursuis ce parcours-là, je continue les migrations 365. D'ailleurs aujourd'hui, je travaille sur un projet de migration. Donc maintenant, si vous le permettez, je vais passer à l'explication un petit peu de ce que représente. Je vais simplement te couper une seule seconde, donc n'hésitez Je t'en surtout prie. pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Vous êtes nombreux aujourd'hui. C'était vraiment un sujet qui intéressait. On voulait vraiment faire quelque chose de très dynamique et collaboratif. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou à simplement réagir sur les propos et sur les différents slides. On a prévu quelques slides à vous présenter. Comme tu le disais, Mickaël, c'est une présentation que tu as construite pour qu'elle soit vraiment à cheval entre le fonctionnel et le technique, pour qu'elle s'adresse au plus grand nombre. Donc, parfois, s'il y a des détails ou des sujets sur lesquels vous voulez aller plus loin, vous n'hésitez pas, on prend les questions en direct. Voilà. Merci et désolé, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en Non, prie. non, merci Nathalie, tu as tout à fait raison. Ouais. Effectivement, ouais, la présentation a été construite pour répondre à toute l'audience, donc aussi bien fonctionnel que administratif. Donc voilà. Donc maintenant, si vous le permettez, effectivement, on va passer à la migration tenante à tenante. Quelle approche, quelle méthode utiliser? Donc, dans un premier lieu, je vais vous faire un bref rappel du sommaire des sujets qui vont être abordés dans la présentation. Donc, on va voir dans quel contexte s'inscrit une migration tenante à tenante, quels en sont les enjeux, les scénarios de migration, les différents scénarios, les étapes de la migration, et ensuite, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un cas concret
dans lequel je suis inscrit en ce moment même. Donc, dans quel contexte va s'inscrire une migration tenante en tenante? Évidemment, dans la plupart des cas, un besoin de travail collaboratif entre deux sociétés qui possèdent un tenant Microsoft 365 est nécessaire. Parfois, c'est un cadre légal qui va être imposé lors d'une fusion ou d'un rachat. Ça arrive. Une réalisation d'économie d'échelle aussi. Ça, c'est très fréquent. Une uniformisation de l'infrastructure cloud, évidemment. Là, ça va être l'administration des plateformes, le monitoring et la gouvernance. Après, évidemment, les besoins, là, on en a 4 sous les yeux, mais une entreprise peut avoir les 4, peut en avoir 2, peut en avoir 3, peu importe. Et la prépondérance des besoins peut changer. C'est-à-dire que le cadre légal imposé peut être la plus forte motivation pour s'inscrire dans une attenante migration. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le rappel du contexte dans lequel s'inscrit une migration tenante à tenante. Maintenant, on va regarder, se pencher davantage sur les enjeux majeurs d'une migration. Donc là, je vous ai listé 6 enjeux majeurs. C'est une liste non exhaustive, mais c'est les enjeux fréquemment les plus rencontrés. Donc la migration, elle doit être la plus transparente possible pour l'utilisateur final. Ça, c'est vrai dans 100% des cas. On doit réduire le temps d'indisponibilité au minimum, voire à 0. Dans certains scénarios, on n'a pas de temps d'indisponibilité des services. On doit veiller à ce que les utilisateurs aient accès à toutes les ressources. Toutes les ressources, j'entends par là les applications, les meetings, les mails, les fichiers, pendant la durée de la migration et évidemment le jour du cutover, s'il y a un cutover. On doit communiquer fréquemment et correctement aux utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'on va les tenir au courant de l'avancée de la migration tout le long du projet. Voilà. On ne veut pas que l'utilisateur découvre au fil de l'eau qu'il y a une migration, voire au dernier moment. On veut que l'utilisateur soit parfaitement au courant de l'avancée du projet pour que lui se sente partie prenante du projet. Parce que de toute façon, ils sont concernés en premier lieu, ils sont en première ligne. Ensuite, en enjeu majeur, il y a la sécurité à la cible. Il faut qu'elle soit raccord et prête à accueillir les utilisateurs sources. Ensuite, on va avoir un vrai plan d'accompagnement au changement auprès des utilisateurs finaux. Ça s'inscrit avec le plan de communication. Donc, le plan d'accompagnement, ça va être si, par exemple, à la source, les utilisateurs sont habitués à utiliser certains outils, et qu'il y a un changement d'outil à la cible, alors à ce moment-là, on va mettre en place de l'accompagnement pour pas que l'utilisateur soit dépourvu le jour où il est passé sur la cible, sur le tenant de cible. Ensuite, un des enjeux majeurs va être de cadencer correctement sa migration et le but principal, ça va être de ne pas surcharger les équipes helpdesk et support. Parce qu'une migration mal sizée, on le sait, ça va être un afflux de tickets plus important qu'à l'accoutumée et rarement nos équipes helpdesk et support vont être préparées à autant d'afflux d'un seul coup. Donc, c'est très important de calibrer correctement sa migration. Et ensuite, le dernier enjeu que j'ai listé ici, ça va être de consolider l'audit à la source pour que le scope de la migration, le périmètre de la migration soit clairement défini. Ça va nous permettre de s'assurer que les utilisateurs auront toujours accès, encore une fois, aux données professionnelles à la cible. Et aussi, on va dire, ça va permettre de ne rien laisser derrière, que ce soit des données, des permissions, peu importe, mais on doit s'assurer de reprendre tout ce qu'on avait à la source et de le mettre dans la cible pour que l'utilisateur ne perde pas ses repères une fois la migration terminée, évidemment. Donc ensuite, j'ai évoqué précédemment les différents scénarios de migration. Donc les scénarios de migration, là, vous en avez 2 sous vos yeux. Vous avez un premier scénario qui consiste à la vente d'une unité commerciale et d'une unité de marque. Dans ce scénario d'entreprise-là, les utilisateurs
ils continueront d'être connus sous le même nom. Donc, dans le scénario d'architecture, on va conserver le même domaine. C'est-à-dire que le domaine qu'on utilisait à la cible, eh bien, qu'on utilisait à la source, on va le conserver à la cible. Voilà. Donc là, c'est une migration à événement unique. C'est plus connu sous le nom d'une cutover, une migration cutover. Donc presque tout est migré en un seul événement. Cette migration, elle consiste à un risque plus élevé et des délais plus courts. Ensuite, on va éviter, malgré tout, selon les recommandations de Microsoft, des migrations uniques qui impliquent plus de 15 000 utilisateurs ou 7 téraoctets de contenu. Alors ça, c'est les recommandations de Microsoft. Ensuite, on peut jongler avec ça. Historiquement, c'était même moins de 15 000 utilisateurs. On était plutôt sur du 2500 utilisateurs. Bon, maintenant, les bandes passantes ont considérablement grossi, donc on peut se permettre un plus large périmètre. Ce scénario de migration va impliquer des facteurs limitants potentiels, donc comme évoqué, le volume de données, la bande passante réseau, la capacité du support technique. Et ensuite, on peut potentiellement envisager un domaine temporaire pour une migration par phase si une migration unique est impraticable. Alors, ce thème-là, je vais l'évoquer un petit peu plus tard dans la présentation parce que ça fera l'objet même d'un troisième scénario en réalité. C'est un troisième scénario qui est, disons, qui est peu fréquent, mais qui peut arriver. Donc là, sous vos yeux aussi, vous avez donc le deuxième scénario d'entreprise qui est une vente d'une unité commerciale qui adopte la marque de l'entreprise cible. À ce moment-là, en termes d'architecture de design, il va y avoir changement de domaine dans la cible. Donc, ce scénario-là va nous permettre un petit peu plus de latitude, en fait, dans la migration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir opérer une migration progressive des utilisateurs, des services et des données. Le risque, il est plus faible, le délai, il est plus long. Les domaines sources ne sont pas transférés avant ni pendant la migration. En revanche, ils peuvent l'être une fois la migration effectuée. Les utilisateurs adoptent de nouveaux domaines cibles, donc, comme je l'ai évoqué. Les limitations de coexistence peuvent entraîner des problèmes. Alors, ce point-là, je vais m'arrêter un petit peu dessus parce que vous avez compris que dans ce scénario-là, on va fonctionner avec des vagues de migration. Une fois que cela est dit, ça implique quoi? Ça veut dire que je vais avoir des utilisateurs migrés à la cible, mais pour autant, certains n'auront pas encore migré. Donc, ils seront toujours à la source. Et là, va se poser la question, comment je fais pour que ces utilisateurs, en phase transitoire, disons, vont pouvoir continuer à collaborer. Donc, à ce moment-là, il va falloir se poser la question de mettre en place du travail collaboratif intertenante. Je vous en parlerai davantage dans un retour d'expérience à la fin de la présentation. Donc, maintenant, une fois qu'on a établi... Il y a une question sur la partie migration événement unique. Peut-on aller au-delà des 7 TO en faisant des migrations de données en mode staging, 95% avant cutover, le reste au cutover? Tu peux voir aussi la question. Tout à fait. C'est exactement le procédé, ouais, tout à fait. On prémigre un maximum de données. Par exemple, sur la messagerie, on va migrer 98% de nos données. Et le jour du cutover, on va procéder à notre delta, peu de temps avant le cutover final. Le cutover va impliquer la bascule du MX. Et avant la bascule du MX, effectivement, là, on va migrer notre delta. Et ça va être d'ailleurs la même chose pour les données SharePoint et OneDrive. Voilà. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais n'hésitez pas à apporter plus de précision si vous avez besoin. Donc voilà. Donc une fois nos scénarios de migration établis, on s'inscrit soit sur un changement de domaine ou une conservation de domaine. Maintenant, ça va impacter notre déroulement du projet. Grosso modo, un déroulement de projet dans une migration de tenante à tenante s'effectue de la manière suivante. La première brique va être l'audit et la préparation.
Donc, pour que l'audit et la préparation soient corrects, soient carrés, on va définir un périmètre à la migration. Une fois ce périmètre défini, on va cartographier, détailler les applications, le volume des données à migrer, ainsi que les permissions pour accéder à ces données. Une fois que ceci est fait, nous allons lister les licences usitées dans le tenant de source et on va s'assurer de leur disponibilité dans le tenant de cible. L'idée de s'assurer de la disponibilité du même niveau de licence dans la cible, encore une fois, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à toutes les données auxquelles il accédait au préalable et de pouvoir utiliser le même niveau de service. Toujours dans la mesure des possibles, parce que parfois dans le tenant de cible, vous pouvez avoir des obligations légales qui vont faire que tel service ne sera plus accessible, par exemple. Mais grosso modo, on tend à être raccord avec ce que l'utilisateur avait déjà dans la source. Ensuite, on va définir une stratégie de migration sur mesure. Une fois qu'on aura correctement qualifié notre audit, on va définir une stratégie de migration sur mesure. Et là, grosso modo, on va repasser à la slide précédente pour définir correctement notre architecture. Et enfin, on va passer à la configuration des tenants de source cibles et du logiciel de migration tierce si besoin. On sait que dans 80% des cas, un logiciel de migration tierce est nécessaire. On va parler là de Bititan, de ShareGate, de Quest. Donc, c'est des logiciels de migration qui vont nous offrir la migration de la messagerie. Là, je pense à Bititan qui doit être le plus connu sur le domaine. Et maintenant, pour les SharePoint et les OneDrive, on va se tourner potentiellement vers un ShareGate. Et ensuite, vous avez un Quest qui vous adresse une panoplie globale. Avec Quest, vous allez être capable de migrer aussi bien les fichiers, les SharePoint, les OneDrive, que l'Active Directory aussi on-prem, par exemple. Donc, on va pouvoir se départir de l'ancien ADMT pour ceux qui ont eu la chance de faire des migrations à l'aide de ADMT. Voilà. Donc, une fois l'audit et la préparation bouclées, on va passer à la prochaine étape, qui est le pilotage et l'exécution de la dite migration. Donc, dans le pilotage et l'exécution, on va faire des tests rigoureux sur un échantillon d'utilisateurs. Alors là, je précise, un échantillon d'utilisateurs test. On va créer des utilisateurs de test auxquels on va donner à peu près le même niveau de service que nos utilisateurs réels en production. Et on va tester la migration sur ces utilisateurs-là. Alors, généralement, on parle de 3-4 utilisateurs de test, mais qui auront le même niveau de licence, et on va simuler la migration sur ces utilisateurs-là. Et ensuite, une fois ces tests effectués, à ce moment-là, on va définir un pilote de migration. Je vous précise que ce pilote de migration, il doit être représentatif de tous les cas d'usage envisagés. Ça va être aussi bien l'utilisateur qui vient tous les jours au bureau, qui se connecte toujours depuis le LAN, que l'utilisateur nomade qui travaille depuis un autre pays, par exemple. Voilà. Donc, on va mettre tous nos cas d'usage dans ce pilote-là. Généralement, les recommandations de Microsoft sont que le pilote va représenter à peu près 5% de votre volume d'utilisateurs. Donc, si vous avez 1000 utilisateurs à migrer, admettons, eh bien, votre pilote va représenter 50 utilisateurs à peu près, quoi. Voilà. Et dans ces 50 utilisateurs, on va retrouver effectivement tous nos cas d'usage et on va prendre soin aussi de mettre des sponsors de la migration. C'est-à-dire que on a toujours dans une entreprise des gens qui vont être sponsors du projet, des utilisateurs qui vont être des fers de lance, des ambassadeurs. Donc, on va les choisir eux, parce que eux, ils vont vous aider aussi à évangéliser les autres utilisateurs sur cette dite migration. Donc voilà. Une fois le pilote exécuté, on va faire une mini recette sur ce pilote-là. Et la recette du pilote va nous permettre des ajustements techniques sur cette migration. Par exemple, on va peut-être pour avoir des cas d'usage que l'on n'avait pas prévus et faire des ajustements techniques.
Une fois cette recette établie, normalement, on est entre guillemets ceinture bretelle et on peut passer à la migration progressive des données et du monitoring de la dite migration. Donc, dans le monitoring, j'entends quoi? J'entends évidemment être connecté régulièrement, voire tout le temps, au logiciel de migration et voir si nos migrations se passent correctement. Si un message d'erreur survient, le traiter et faire les changements adéquats, anticiper que ce message ne revienne plus, par exemple. Et ensuite, une fois la migration donc effectuée, ou la pré-migration de 98% par exemple, on va passer à la validation continue du fonctionnement des accès applicatifs et des contenus migrés. C'est-à-dire que là, on va s'assurer de la résilience de la donnée. On va se connecter à la source, et à la source, on va effectivement s'assurer que le volume qui est représenté correspond au volume que l'on souhaite migrer. Et on va faire des ajustements si nécessaire, encore une fois. Donc, une fois le pilotage et l'exécution, entre guillemets, terminés, on va passer à la post-migration et à l'optimisation. Donc, concernant la post-migration et l'optimisation, on va vérifier que l'intégralité des données est migrée, encore une fois, et on va rentrer dans ce qu'on appelle dans la période d'hypercare dédiée. La période d'hypercare, c'est quoi? C'est la remontée directe à l'équipe projet des demandes de support impliquant la migration. Je précise qu'en amont de la migration, la période d'hypercare doit être définie. C'est-à-dire qu'on doit dire à telle date, la période d'hypercare est terminée. Donc la période, ça peut varier, une période d'hypercare selon le périmètre. Si on est sur du 1000 utilisateurs, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, évidemment, la période d'hypercare va durer plus ou moins longtemps. Ça va aller de 2 semaines, 1 mois à 2 mois, par exemple, ou 3 mois. Mais une date concrète doit être arrêtée pour qu'ensuite le SI, les équipes support, les équipes d'architectes et d'ingénieurs reprennent le cours de leurs activités quotidiennes de manière normale. Évidemment, on ne va pas arrêter la période d'hypercare alors que des tickets, des demandes continuent d'affluer en rapport à la migration d'un seul coup comme ça. Évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, il faut quand même se donner une deadline pour la fin de cette hypercare. Ensuite, nous allons passer à la formation des utilisateurs. Donc évidemment, la formation des utilisateurs et la livraison de support dédié pour les former doit continuer même après la post-migration. Parce que souvent, il y a des ajustements à faire. C'est-à-dire qu'à la source, l'utilisateur était habitué à communiquer, pourquoi pas via l'intranet uniquement de la société, et pour autant, à la cible, derrière, il y a du Viva Engage. Donc du coup, là, on va avoir un changement métier. Donc, il va falloir continuer à former en continu les utilisateurs qui sont chargés de la communication sur Viva Engage, par exemple. C'est un exemple. La phase suivante, ça va être l'optimisation des performances et de la sécurité. Donc, j'entends par là, en fait, de s'assurer du niveau de sécurité à la cible suffisant et de coller au maximum avec les exigences de sécurité du tenant de cible. D'accord? Donc, si on prend un cas concret, par exemple, ça peut être des utilisateurs qui travaillaient, admettons, depuis la Chine, dans le tenant de source, et pour autant, dans la cible, il y a une politique d'accès conditionnel qui ne permet pas les connexions à notre environnement depuis la Chine. Des décisions doivent être prises. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Si on accorde l'accès à ces nouveaux utilisateurs dans la cible depuis la Chine, va-t-on le faire avec du MFA? Est-ce qu'on les bloque complètement? Mais quoi qu'il arrive, il va falloir optimiser notre niveau de sécurité pour que ces utilisateurs-là, puissent continuer à travailler de manière efficace. Et enfin, dans un contexte de post-migration et d'optimisation, on va réaliser des ajustements sur la configuration finale du nouveau tenant si nécessaire. C'est-à-dire que il y aura toujours des cas que l'on n'aura pas prévus. Même si on a fait correctement notre audit, qu'on a anticipé tous nos cas d'usage, il faut quand même conserver à l'esprit qu'il va falloir être réactif. Il va falloir être réactif. La période d'hypercare, elle est là pour nous aider
les remontées utilisateurs vont nous aider et il y aura potentiellement des ajustements sur la configuration finale du nouveau tenant. Potentiellement. Voilà. Donc, grosso modo, voilà un petit peu le déroulé d'un projet de migration tenante à tenante dans les grandes lignes. Je vous ai apporté certains éléments techniques. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires. Nathalie, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou je passe Non, c'est bon, retour d'expérience? Ouais, tu peux passer au retour d'expérience. Et oui, effectivement, c'est encore 5-10 minutes devant nous. Donc voilà, il y a le temps pour les questions. Et n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Merci. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un retour sur un cas concret dans lequel je suis actuellement engagé. C'est une migration de tenante à tenante dite de full scope, c'est-à-dire que on va migrer les datas de Microsoft 365 à Microsoft 365, mais nous avons aussi une migration d'identité d'Active Directory vers Active Directory et aussi une migration dite applicative. Donc, on est sur une migration full scope. Cette migration-là, elle s'inscrit dans le cadre d'une mission à la Société Générale. La Société Générale qui elle-même a racheté 2 entreprises qui sont donc les numéros 1 mondial sur le leasing automobile. Ces 2 entreprises, elles s'appellent ALD Automotive et LeasePlan d'un côté. Ces 2 entreprises fusionnent et deviennent la société Ayvens. Donc, le périmètre, c'est 35 000 utilisateurs. Nous avons une équipe projet qui se compose de 4 architectes, 4 ingénieurs, 2 project managers et un deputy. Alors, je ne vous cache pas que l'équipe projet sur un projet de cette taille-là a beaucoup changé. C'est-à-dire que le nombre de ressources a varié, a fluctué tout le long du projet. C'est un projet qui a démarré en mai 2023 et doit finir en mars 2025 à peu près. On est sur une migration progressive selon le contexte de l'entreprise. Et la petite particularité ici, c'est qu'on migre dans les 2 sens. C'est-à-dire que des utilisateurs vont aussi bien migrer du tenant LeasePlan vers ALD que de ALD vers LeasePlan. Donc ça, c'est le 3e scénario que je vous avais évoqué dans les scénarios d'architecture possibles. Et en fait, ce 3e scénario, il est peu fréquent, mais il est utile. C'est-à-dire que quand on n'a pas la possibilité de faire une migration cutover, ou alors qu'on n'a pas la possibilité de faire une migration par vague en sens unique, c'est-à-dire vers un seul tenant, alors à ce moment-là, effectivement, on va s'inscrire dans une migration dans les 2 sens. Cette migration, elle présente une architecture très complexe qui a nécessité beaucoup de documentation au préalable. Donc, je vous ai fait une petite liste de la documentation qu'on livre. On est sur du DAT, du HLD, du LLD, du Conceptual Design. Voilà. Donc ça, en fait, cette documentation, elle nous permet de calibrer correctement notre migration et donc de pouvoir éviter les surprises. Donc, c'est effectivement un projet structurant dans lequel on a dû faire des choix sur les outils de migration tierces pour migrer la messagerie, les filers, SharePoint, Teams, OneDrive, l'Active Directory. Et enfin, la prise en compte de l'outil d'Information Barrier, qui est un cas spécifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Information Barrier, c'est un service que propose Microsoft qui permet de segmenter les services à l'intérieur d'un même tenant. J'entends quoi par segmenter les services au sein même d'un même tenant? Ça veut dire que, par exemple, vous avez des utilisateurs dans un pays, eh bien, on va définir que ces utilisateurs-là n'ont pas le droit de communiquer avec les utilisateurs d'un autre pays. Alors, à ce moment-là, on va segmenter nos services et on va mettre les utilisateurs d'un pays dans un segment. Et on va définir que ce segment-là n'aura pas le droit de communiquer avec un autre segment. Donc, une fois ça fait, effectivement, quand vous avez une migration tenante à tenante, ça peut poser problème parce qu'il faut prendre en considération que nos utilisateurs que l'on va migrer doivent être dans tel ou tel segment. Voilà les enjeux. Un des enjeux, par exemple, qui n'était pas listé au préalable dans ma présentation, mais cas spécifique que je rencontre là aujourd'hui dans cette migration-là.
par exemple. Voilà. Et ensuite, effectivement, comme on est sur une migration full scope, il y a aussi une migration de building, de bâtiments, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans un pays où les deux sociétés sont présentes, ben, potentiellement, pour faire des économies d'échelle et toute autre raison, eh bien, les utilisateurs d'une entité vont migrer dans le building d'une autre entité. Et donc ça impacte aussi votre migration parce que en parallèle de la migration des utilisateurs d'un building vers l'autre, il y a des enjeux réseau qui vont aussi impacter votre migration tenante à tenante. Donc, il va falloir veiller à ce que tous ces projets-là, en fait, collaborent aussi en temps réel. Donc voilà. Voilà un petit peu le retour d'expérience que je peux vous faire sur la migration sur laquelle je travaille aujourd'hui. Il y a juste une question sur les outils tiers que tu as ou que tu vas utiliser pour la migration des boîtes aux lettres. Une reco d'un outil spécifique. Oui, tout à fait. Mais en fait, effectivement, il y a un outil en particulier qui va pouvoir adresser quasiment tout le scope pour une migration tenante à tenante. Il s'agit de Quest, parce que Quest a un module qui permet la migration des utilisateurs Active Directory, des groupes et même des postes de travail. C'est effectivement quelque chose que n'a pas BitTitan, par exemple, ou que ne propose pas ShareGate ou les autres. Donc, Quest est particulièrement adapté parce que lui va aussi vous permettre la migration des mails et aussi des filers. Donc, Quest adresse tout le scope. Donc, par contre, il faut avoir en tête qu'effectivement, il va être un petit peu plus cher que les autres parce qu'il propose plus de services. Voilà. Donc, si on prend tous les modules de Quest, effectivement, la facture peut s'avérer un petit peu plus lourde. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut comparer. Et puis ensuite, il faut savoir que on va faire une étude des différents outils de migration, de toute façon, pour savoir lesquels vont adresser tous nos besoins. Et il faut pas s'interdire aussi, en fait, de prendre des outils différents. Si, par exemple, BitTitan va adresser plus de choses pour la messagerie et ShareGate plus pour SharePoint, dans ce cas-là, ne pas hésiter à prendre les deux outils, en fait, pour cloisonner notre migration. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez surtout pas. Ouais. On est présent là-dessus. Donc, Mickaël, en synthèse de cette table ronde, est-ce qu'il y a des quick wins, des conseils que tu as, des points épineux sur lesquels il faut particulièrement... Ouais, je reviendrai encore sur les... J'insiste tout particulièrement, en fait, sur ne laisser aucun cas d'usage derrière, en fait. Ça, c'est l'enjeu majeur, c'est-à-dire que il faut bien avoir en tête, à l'esprit, que on a énormément de cas d'usage, c'est-à-dire des utilisateurs qui utilisent des applicatifs différents, qui se connectent depuis des endroits différents, qui ont de niveaux de licence différents. Donc, il faut qu'on ait tous nos cas d'usage de représenter, de correctement qualifier. Voilà, parce que si on qualifie correctement tous nos cas d'usage, alors on s'assure une migration fluide et sans accroc. En revanche, si on laisse des cas d'usage derrière, et notamment dans le pilote de migration, on s'expose. On expose nos équipes de support, on expose notre équipe projet, et parfois même ça pourrait conduire à une requalification du projet, quoi. Voilà. Donc j'insiste vraiment, je mets l'emphase sur la calibration des cas d'usage. Ouais, tout à fait. Ça marche, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, voilà, c'est l'occasion. Excuse-moi, Nathalie. Pardon. Je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas d'autres questions parce que je connais certains d'entre vous dans la réunion et vous êtes plus bavard que ça d'habitude, là. Ouais, la timidité, c'est parce qu'on... quid des migrations de LIC, L-I-C? Je sais pas ce que c'est. D'accord, ben, pour être franc, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est leak. Donc, licence. Quid des migrations ah, de licence. Ah bah ça, il y a les questions. Donc si tu ouvres le chat, tu peux en voir quelques-unes. Je te laisse. Ok. Alors, quid de migration de licence? Donc, quand je dis qu'il faut s'assurer le même niveau de licence à la cible, là, c'est un sujet un peu touchy, je dois dire.
Parce que grosso modo, il va y avoir une période où potentiellement on peut se retrouver avec de la double facturation de licence. Donc, selon la taille, selon la taille de votre et le poids de votre SI, vous pouvez demander un arrangement à Microsoft, ce qu'on appelle une période de grâce. Donc, je l'ai déjà vu, c'est-à-dire que Microsoft octroie des périodes de grâce qui vont être de 30, 40, 60 jours, peu importe. Mais pour autant, je les ai déjà vus aussi refusés. Donc là, vous vous exposez à avoir une double facturation, c'est vrai. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si elle est complète et si vous avez vu d'autres scénarios par rapport à la migration de licence. Mais voilà le retour d'expérience que moi je peux vous en faire. Tu parcours les autres questions. Sans outils, une Sans doute. migration est-elle possible ou c'est sauter dans le vide? Alors merci pour la question, Raphaël, parce que c'est vrai que ça revient souvent. Oui, une migration est possible sans outils. On peut tout scripter, sans problème. Et même, je vais vous dire, on peut utiliser des outils gratuits. C'est-à-dire que si on veut migrer du SharePoint, par exemple, on peut utiliser le SharePoint Migration Tool de Microsoft. Par contre, il n'offre pas du tout le même niveau de service. Ensuite, tout scripter, effectivement, on peut le faire aussi. Ce qui est bien si on scripte tout, c'est qu'on va pouvoir être raccord avec exactement avec tout ce que l'on veut migrer, tout lister. Par contre, ça demande énormément de temps de tout scripter. Alors évidemment, je sais qu'on peut récupérer des scripts à droite à gauche, on peut les ajuster, mais personnellement, je recommande que peu. C'est pas que je recommande pas, parce que des scripts, on en a évidemment besoin, notamment par rapport à la phase d'audit. Mais migrer grâce à l'aide de scripts, c'est peu recommandé, toutefois. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a plusieurs autres dans le chat. Tu peux regarder. Et je peux les lire aussi. Ayant eu beaucoup de problèmes avec Bititan pour une migration Google Office 365, notamment au niveau des drives partagés, que recommanderiez-vous? Les drives partagés, de les migrer avec ShareGate ou Quest. C'est ce que je recommanderais. Parce qu'en fait, Bititan n'est pas assez mature sur la solution, il me semble. Donc voilà, je veux pas être trop définitif là-dessus, mais parce que faut savoir que le cœur de métier de Bititan à la base, c'est malgré tout la migration de la messagerie. Donc la migration des filers ou des SharePoint, c'est pas des sujets sur lesquels ils sont matures pour l'instant. Voilà. Donc nous, par exemple, là, dans le retour d'expérience que je vous ai fait, on n'a pas choisi Bititan pour migrer les filers, quoi, les partages ou même les SharePoint, quoi, par exemple, parce qu'il n'offrait pas le même niveau de service. Avant de procéder, peut-on faire une migration pour créer un tenant de test? Est-ce que c'est luxueux? Enfin, est-ce que voilà. Alors attends, j'essaie de revoir la question. Peut-on faire une migration pour créer un tenant de test luxueux? Alors, créer un tenant de test, vous pouvez en créer un, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je peux vous donner des conseils par rapport à ça. Microsoft propose des tenantes dits développeurs gratuits. Donc, ça nécessite uniquement une adresse mail et un numéro de téléphone. Et grâce à ce tenant de développeur, vous allez avoir un tenant provisionné avec des utilisateurs random avec des licences E5 dedans. Donc, c'est-à-dire qu'avec des licences Microsoft 365 E5, vous allez pouvoir couvrir l'entièreté des services Microsoft 365. Donc, voilà pour le tenant de test. Et ensuite, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu votre question? Parce que je ne comprends pas trop la notion de luxueux derrière. Alors, peut-être que le fait d'avoir une licence Microsoft E5 répond à ça, je ne sais pas. Ok. Avant de procéder à la migration, il convient de vérifier d'autres points, notamment si l'un des tenantes est en mode hybride. Oui, bien sûr, effectivement, ça va faire partie de la phase d'audit. C'est-à-dire que bien souvent, on va avoir d'un côté un exchange hybridé avec une synchronisation d'identité. Ça peut être le cas aussi à la cible. Donc oui, c'est à prendre en considération, tout à fait, ouais, tout à fait. Et je dirais que là,
on va aussi toucher à une partie qui est l'identité. Comment on va représenter les identités dans le tenant cible? Alors là, on a plusieurs choix. Est-ce qu'on crée nos utilisateurs dans l'Active Directory cible et on les synchronise avec un domaine technique s'il y a conservation du domaine à la cible et on prémigre sur des adresses en Microsoft.com? Est-ce que on les crée en cloud only, possiblement, selon l'infrastructure à la cible? Donc là, effectivement, tous les scénarios de migration sont envisageables. Après, je dirais que le fait d'avoir une hybridation avec Exchange on-prem impacte peu la migration en elle-même. C'est plus le scénario d'identité qui va impacter la migration. Tu recommanderais quoi ou quel outil pour une migration des données de file server on-prem vers SharePoint Online dans le but de s'affranchir des serveurs de fichiers? Pour le coup, moi, Franck, mon logiciel favori pour ça, ça va être ShareGate, qui est éprouvé, qui a une réelle expertise sur le sujet depuis de longues années. Leur support est qualifié, c'est-à-dire que si un incident arrive pendant la migration, leur support est réactif et qualifié. Le prix est un petit peu plus élevé, mais la fourniture du service aussi. Donc voilà, moi personnellement, j'ai une petite préférence pour ShareGate, effectivement. Que faire quand l'outil ne pas configurer la coexistence SMTP quand tu fais une migration tenante à tenante? Alors, question très intéressante, Cédric. Effectivement, quand on doit avoir une coexistence SMTP, l'outil Quest, Bititan propose effectivement de la réécriture de messages. Là, pour faire un petit retour d'expérience, moi, sur le projet sur lequel je suis, on n'a pas choisi effectivement de faire de la réécriture de messages grâce à ces outils-là, mais on a un script dédié qui existe depuis de très longues années qui nous permet de faire de la réécriture de messages. Et donc voilà, mais un script peut tout à fait faire l'affaire pour faire de la réécriture de données ou prendre un outil dédié qui va le faire. Pas réécriture de données, mais effectivement de messages. Ok, merci. Il faut charger l'environnement si on veut qu'il soit représentatif. Donc, Microsoft va-t-il accepter d'avoir quasiment le même volume en test? Alors, Microsoft va accepter d'avoir le même volume en test. Par contre, vous allez être, je crois, limité, mais en revanche, vous allez devoir leur demander une dérogation. Parce qu'en fait, les tenants développeurs, vous n'êtes quasiment pas limité tant qu'il y a de la vie sur le tenant. Il s'appelle développeur, mais il n'y a pas besoin de faire du développement pour conserver et repousser tout le temps l'échéance des licences qui vous sont fournies. C'est-à-dire que de la simple création d'utilisateurs de test ou autre va vous permettre de repousser l'échéance de vos licences. Maintenant, en ce qui concerne le volume des données, là, je pense que vous allez devoir, en revanche, leur demander une dérogation. Leur dire, voilà, attention, j'ai prévu de monter mon tenant ISO avec ce que j'ai moi en prod et il y a telle quantité de données. Parce que sinon, vous allez pouvoir effectivement vous attendre à des limitations. Surtout si dans votre tenant de prod, en fait, vous avez déjà demandé des extensions d'hébergement de la donnée, comme dans SharePoint par exemple. Si vous avez pris des extensions supplémentaires pour avoir plus de volume. Donc là, par exemple, typiquement, vous allez devoir leur demander quoi. Voilà. Mais ceci dit, je suis pas non plus au fait à 100% de jusqu'où vous pouvez aller dans ce scénario-là. Donc n'hésitez pas à les contacter pour ça. Donc, si on n'a pas la possibilité d'acquérir ShareGate pour une migration des données de file server vers SharePoint Online, y a-t-il un outil de Microsoft ou autre possibilité qui permettrait de répondre à ce besoin? Oui, tout à fait, comme évoqué, le SharePoint Migration Tool, qui a changé de dénomination d'ailleurs très récemment. Pour être tout à fait transparent, moi, j'ai migré avec... il y a maintenant assez longtemps, c'était en 2019 au Fast Track chez Microsoft au Canada. Et effectivement, le client n'avait pas la possibilité financière de prendre un outil de migration. Donc, on lui a recommandé l'outil gratuit de Microsoft. Et
Et à l'époque, en 2019, parce que moi c'est la dernière fois où je l'ai utilisé, il offrait vraiment pas le même niveau de service. C'est-à-dire que les permissions ne migraient pas correctement et c'était pas ISO dans la cible. Donc voilà. À savoir, est-ce que ça a évolué depuis? Je ne sais pas si quelqu'un a un retour d'expérience à faire sur le SharePoint Migration Tool, mais en tout cas, oui, c'est possible. Une autre question. Tu veux que je la lise, Mickaël? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, parce que je suis en train de faire une recherche pour Philippe. Je vais essayer de lui trouver Ok. le programme développeur que je vais mettre dans le chat. Pour la migration à événement unique, combien de temps dure la bascule du MX, détachement ancien tenante, rattachement sur tenante cible? Ok. Donc ça, c'est rapide maintenant, parce que ça fait maintenant un an et demi, un petit peu plus d'un an et demi, où quand vous allez sur la page des domaines de votre tenante Microsoft 365 et que vous cliquez sur domaine, vous voyez tout ce qui est rattaché au domaine et vous pouvez le détacher à un seul clic. Alors qu'avant, il fallait passer des scripts, c'est-à-dire get mailbox. Get mailbox, where recipient, email, domain, get contact, get group. Il fallait qu'on passe des scripts pour savoir tout ce qui était rattaché au domaine. Maintenant, c'est très rapide. Et franchement, la bascule MX se fait aussi très rapidement, quoi. Je pense que là, je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps. Ça nous a pris 2 minutes, montre en main. Ok, ok, rassurant. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Franchement, la bascule DMX. Alors, par contre, je précise que 2 minutes, allez, j'exagère peut-être un petit peu, on a mis peut-être 2-3 minutes, mais en tout cas, ça a pu se faire aussi rapidement parce que tout le monde était sur le qui-vive. C'est-à-dire que l'hébergeur du domaine, il était présent et il était connecté. Ça, c'est très important parce que quand on fait la bascule du MX, on veut pas de downtime. Donc, du coup, il faut que l'hébergeur du domaine soit disponible et quand on lui donne nos DNS, on lui donne un avance de phase. Donc, ça va comprendre le MX, pourquoi pas l'autodiscover et le SPF. Eh bien, il faut qu'il les inscrive direct quand on lui demande. Il ne faut pas qu'on passe par un ticket qui sera pris en compte une demi-heure plus tard avec un SLA d'une demi-heure, ainsi de suite. Il faut vraiment s'assurer de la disponibilité de l'hébergeur. Ça, c'est très important. Non, il n'y a pas besoin de faire de ticket pour la bascule au support MS. J'entends techniquement parlant. Après, si on veut se rassurer et se couvrir en cas de pépin, alors à ce moment-là, oui, on peut créer un ticket en leur signifiant que à telle date, le D-Day, le jour de la bascule, ben, effectivement, on souhaiterait qu'il soit disponible au cas où. Voilà. Ça se fait, je le sais. Cependant, j'en ai jamais eu l'utilité. Pourtant, j'ai fait pas mal de... Bon, là, je commence à avoir fait pas mal de migrations et bon, j'en ai jamais eu l'utilité. Alors pour le TTL, tout à fait, Cédric, c'est mieux de définir un TTL le plus bas possible, mais j'ai envie de dire même globalement en fait. Je vois des TTL, je vois certaines pratiques au quotidien qui sont pas nécessairement bonnes avec des TTL entre guillemets très élevés. Donc oui, même globalement, il faut avoir un TTL le plus bas possible. Et ensuite, quand on va inscrire notre nouveau MX, il faut avoir le TTL recommandé par Microsoft. Tout simplement. Alors, Michael, le projet de migration, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs et de la volumétrie. Mais grosso modo, une migration de tenante à tenante avec conservation du domaine dans la cible, ce qui est le scénario le plus fréquent, on va être sur, on va dire, entre 3000 et 5000 utilisateurs, on va être sur un projet de 5-6 mois en moyenne.
sur 10 000 utilisateurs, et si on s'accorde sur une volumétrie moyenne pour 10 000 utilisateurs, on va être ouais, effectivement sur du allez, on va rallonger un tout petit peu sur du 7-8 mois, quoi, mais dans ces eaux-là, quoi. Ça peut être fait en 6 mois. Voilà. Tony, oui, effectivement, sur le tenant de développeur, il y a exactement les mêmes consoles d'administration. J'ai même, par exemple, moi, je crée aussi on a accès au portail Azure, à Entra ID. Donc, par exemple, moi, sur mon tenant de développeur, je crée même du conditional access, par exemple. Ce qui est super intéressant parce que ça permet de tordre un petit peu la solution, quoi. Et oui, il y a la possibilité de le plugger avec un AD Connect, ouais. Moi, je l'ai déjà fait. Le maximum d'utilisateurs synchronisables sera de 25 max. Je n'ai pas de réponse ferme et définitive à faire là, parce que moi, j'en avais pas synchronisé autant, mais je ne crois pas. Je crois pas que vous êtes limité sur le nombre d'utilisateurs, hein, que vous pouvez synchroniser. Par contre, vous allez être limité sur le nombre de licences à disposition. Donc, en gros, vous allez synchroniser pardon, des utilisateurs qui, derrière, n'auront pas de licence, quoi. Parce que je crois que le tenant, c'est 25 licences max pour les utilisateurs. Cédric, comment effectuer la bascule du domaine? Ben, comme dit précédemment, on s'assure que rien n'est attaché au domaine à la source, plus rien du tout. Une fois que plus rien est rattaché à la source, on le supprime du tenant de source. À ce moment-là, on s'assure qu'une fois qu'il est supprimé, on donne le go à l'hébergeur pour qu'il fasse les nouveaux enregistrements DNS. Donc en premier lieu, il y aura la vérification de la propriété du domaine à l'aide du TXT. Une fois que c'est fait, pas de souci, l'hébergeur il peut enregistrer le MX, modifier le SPF si besoin, et on valide nous dans la console cible. Et normalement, une fois que le domaine est propagé, Microsoft va le voir et va nous autoriser à utiliser le domaine dans la cible. Je ne sais pas s'il y a besoin de précision supplémentaire, Cédric, si vous pensez à quelque chose en particulier. De rien, Raphaël, avec plaisir. Super, merci. Alors, on propose effectivement de prolonger l'échange avec Mickaël plus tard à l'occasion d'un point dédié. Si vous avez des questions spécifiques, etc. Enfin voilà, on est vraiment là pour ça. Donc, il y a une dernière question. Voilà, dans le formulaire, vous pouvez nous le noter hein, si vous êtes intéressé par ça. Vas-y, Mickaël, il y a une autre question qui vient d'arriver. Quid des fonctions cross-tenant mailbox? Alors, d'accord, la nouvelle fonction de chez MS. Alors, malheureusement, Michael, j'ai jamais eu l'opportunité de la tester jusqu'alors. Donc, je vais pas m'avancer dessus. Je me suis renseigné de ce que ça peut fournir, effectivement, mais j'ai pas eu l'occasion de la tester. Donc, honnêtement, je vais pas en parler, je vais pas la critiquer ou la valoriser. J'ai pas de plus-value sur le sujet, malheureusement. Mais par contre, si par exemple dans l'audience, quelqu'un a un projet de migration de messagerie, je me ferai un plaisir de tester cette nouvelle fonctionnalité de Microsoft avec lui, avec grand plaisir. D'accord, Michael, bah, du coup, on aura l'occasion d'en parler après la réunion, si vous avez des disponibilités. Ouais, je vais vous mettre en relation. Merci à tous. C'était un bon moment. Voilà, c'était collaboratif. Il y a eu beaucoup d'échanges, etc. Donc merci beaucoup aussi pour cette énergie et pour cette dynamique. Merci, Mickaël. Top. Voilà, super. Avec grand plaisir.
On est pile poil là, on arrive à 12h30, donc on vous souhaite un bon appétit. Et encore une fois, voilà, si vous voulez prolonger l'échange, n'hésitez surtout pas, on va vous faire un mail juste après en vous adressant les éléments. Merci à tous et bonne journée. Au revoir tout le monde, bonne journée.